À l'aube, la frontière togolaise se fiche dans un couloir précis et l'opération nocturne bascule en quelques minutes. Sous des sacs de farine, une cargaison d'armes venues de circuits libyens, de réseaux liés au Moyen-Orient et de productions européennes récentes révèle un dispositif patiemment coordonné, financé, fragmenté, puis recomposé pour éprouver les nerfs d'un État. Ce que l'on voit n'est pas seulement une saisie. Que change cette nuit pour les Burkinabés, pour les voisins du Sahel, et pourquoi Ibrahim Traoré doit-il choisir entre exposer et taire ce qui devait rester invisible? Dès maintenant, une décision publique peut déplacer l'équilibre intérieur, régional et narratif sans qu'aucune guerre ouverte n'ait été déclarée. Cette analyse ne s'arrête pas à l'image spectaculaire d'un convoi stoppé de nuit. Elle propose une lecture rigoureuse des mécanismes réels à l'œuvre afin d'éviter deux écueils opposés: réduire l'événement à un simple fait divers sécuritaire ou céder à une interprétation émotionnelle sans méthode. Le bénéfice pour le lecteur est clair. Comprendre pour juger avec précision, plutôt que réagir à chaud. L'enjeu dépasse la saisie matérielle. Une mauvaise lecture affaiblit la capacité collective à nommer une menace complexe, tandis qu'une lecture structurée éclaire les chaînes logistiques, les choix institutionnels et les conséquences possibles sur la souveraineté, l'économie et la cohésion sociale. Dans ce cadre, la position d'Ibrahim Traoré devient centrale, non comme figure symbolique isolée, mais comme point de convergence entre décision publique, exposition des faits et responsabilité narrative. Ce texte s'appuie exclusivement sur les éléments disponibles: chronologie, indices matériels, chiffres clés et décisions assumées sans accusation gratuite ni minimisation prudente. 2 heures après l'interception, les enquêteurs établissent un fait décisif. 57 camions, venus de directions différentes, ont convergé vers un même point frontalier dans une fenêtre inférieure à 20 minutes. Ce seul chiffre suffit à changer la nature de l'événement. Il ne s'agit plus d'un convoi isolé, mais d'une opération synchronisée à l'échelle régionale. Ce mini-révélateur impose immédiatement un nouveau cadre de lecture. La scène nocturne n'est pas un accident logistique, mais l'aboutissement d'une planification longue, conçue pour tester les défenses d'un État sur un laps de temps extrêmement court. Chaque camion devient alors une pièce d'un dispositif plus large, pensé pour se fragmenter en cas d'alerte, puis se recomposer au dernier moment. Dans le contexte sahélien, cette configuration tranche avec les schémas habituels. La circulation d'armes y est généralement opportuniste, fondée sur des volumes modestes et des itinéraires connus. Ici, l'échelle change brutalement. La précision des horaires, la convergence calculée et la standardisation des emballages dessinent une architecture logistique transnationale, incompatible avec une initiative improvisée. La diversité des armes découvertes, fusils d'assaut issus de circuits libyens, équipements liés à des réseaux du Moyen-Orient, roquettes neuves portant des codes européens récents, ne relèvent pas du hasard. Elles visent à brouiller les pistes et à diluer toute attribution directe. À Ouagadougou, lorsque les premiers rapports consolidés parviennent aux autorités, Ibrahim Traoré comprend que l'enjeu dépasse largement la saisie matérielle. La convergence des itinéraires et la cohérence des indices indiquent une phase test destinée à mesurer la réactivité institutionnelle avant des actions plus dispersées. Gate said it. Le convoi apparaît moins comme une fin en soi que comme un révélateur, exposant ce qui a failli réussir plutôt que ce qui a été stoppé. Cette bascule analytique ouvre une question centrale. Si une opération de cette ampleur a pu s'approcher aussi près de son objectif, combien d'autres tentatives, moins visibles et moins massives, ont-elles pu traverser les frontières sans être détectées? Au cœur de cette nuit tendue, un acteur secondaire devient pourtant déterminant. Le capitaine Moussa Kaboré n'est ni stratège de palais, ni figure médiatique.
C'est un officier de terrain, familier des routes frontalières, des rythmes nocturnes et surtout des anomalies que seule l'habitude et l'attention permettent d'identifier. Son rôle n'était pas d'interpréter une menace régionale, mais de lire un détail local au bon moment. Peu avant l'interception, Caboret remarque une colonne de camions circulant sans phare, à une heure où aucun flux commercial légitime n'est attendu. Pris isolément, le signal pourrait passer pour une irrégularité mineure. Replacé dans le contexte frontalier, il devient un indicateur critique. L'officier comprend que l'enjeu n'est pas l'origine déclarée des cargaisons, mais leur comportement collectif. Il décide alors d'agir sans attendre une validation hiérarchique complète, assumant le risque d'une initiative locale. Avec des moyens limités, il improvise un dispositif de verrouillage. 15 soldats, 2 blindés légers et un drone suffisent à créer un goulet d'étranglement. L'objectif n'est pas l'affrontement, mais la fixation. Empêcher la dispersion prime sur l'interpellation immédiate, car la fragmentation ferait perdre toute lisibilité à l'opération en cours. Cette décision tactique, modeste en apparence, conditionne tout ce qui suit. Les premiers contrôles confirment rapidement l'intuition initiale. Sous les cargaisons civiles apparaissent des caisses métalliques standardisées, soigneusement disposées. Leur agencement rappelle des schémas observés sur d'autres théâtres de conflit loin du Sahel. Ce parallèle transforme une action locale en indice d'un système plus vaste. L'impact est immédiat. En quelques minutes, l'unité de terrain empêche la décomposition du convoi en dizaines de trajectoires secondaires. Ce verrouillage précoce préserve l'intégrité de la preuve et permet, plus tard, une lecture globale de l'opération. L'essentiel devient alors évident. Parfois, la résilience d'un État commence par un regard attentif, capable de transformer un détail banal en point de bascule décisif. Avant cette nuit, les interceptions d'armes dans la région suivaient un schéma connu: des véhicules isolés, des volumes limités, des réseaux opportunistes profitant de porosités frontalières récurrentes. Les autorités réagissaient, saisissaient, puis revenaient à une vigilance fragmentée. Après l'interception du convoi, cette chronologie routinière ne tient plus. Un basculement net apparaît entre un avant gérable et un après systémique, lisible dans l'enchaînement précis des faits. Tout commence par l'activation discrète. Des camions quittent des points de départ éloignés de plusieurs centaines de kilomètres à des heures différentes. Aucun n'attire l'attention à lui seul. Les cargaisons déclarées sont banales, les documents administratifs suffisamment crédibles pour franchir des contrôles superficiels. La dispersion initiale protège l'opération. Un incident isolé n'aurait compromis ni le calendrier ni l'ensemble du dispositif. Chaque trajet est conçu comme remplaçable. Puis vient monter en tension progressive. À mesure que les véhicules approchent de la zone frontalière, les consignes changent. Les chauffeurs reçoivent des instructions fragmentées, parfois contradictoires, limitant leur compréhension globale. Certains roulent sans phare, d'autres modifient leur itinéraire au dernier moment. Cette confusion apparente constitue en réalité un mécanisme de sécurité. Elle empêche toute fuite d'informations cohérentes en cas d'interpellation partielle et rend l'ensemble difficile à reconstituer. Arrive ensuite le point de convergence, le cœur du plan. En moins de 20 minutes, 57 camions se regroupent sur un corridor précis. Cette compression temporelle réduit la fenêtre d'intervention adverse tout en maximisant l'effet de masse une fois la frontière franchie. C'est l'instant de bascule. Si la manœuvre réussit, la dispersion doit avoir lieu après le passage, rendant toute reconstruction ultérieure presque impossible. Le temps, jusque-là allié de l'opération, devient l'arme principale. L'interception rompt cette dynamique. Les premiers véhicules immobilisés provoquent un effet domino inattendu. Les itinéraires secondaires sont coupés, les chauffeurs hésitent. Le dispositif, pensé pour la fluidité, se fige.
Chaque minute gagnée par l'unité de terrain empêche la transformation du convoi en flux diffus. Ce qui devait se fragmenter reste visible, compact, lisible. Très vite, la phase de choc s'installe rapidement. Les caisses ouvertes révèlent une accumulation d'armes et sans équivalent récent dans le pays. Les rapports s'additionnent, confirmant que l'ampleur dépasse les estimations initiales. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré reçoit des mises à jour quasi continues. Il comprend que l'événement ne peut être traité comme une simple réussite tactique. Le choix qui s'impose n'est pas seulement sécuritaire, il est narratif. Dans la foulée, la décision prise dans les heures suivantes marque un tournant. La zone est sanctuarisée. Chaque élément a documenté. Chaque arme devient une pièce à conviction judiciaire et stratégique. Exposer ce qui devait rester fragmenté inverse le rapport de force symbolique. Ce qui était conçu pour tester l'État se transforme en preuve publique d'une tentative avortée. Les répliques ne tardent pas. Les médias relaient l'information. Les populations observent, les chancelleries évaluent l'onde de choc. La séquence complète, activation, convergence, interception, exposition, révèle une réalité simple. L'opération n'a pas échoué par hasard. Elle a été stoppée parce qu'un État a refusé de traiter l'exception comme une routine et a transformé un instant critique en rupture stratégique durable. Avant l'interception, la ligne de base utilisée par les services burkinabés restait relativement stable. Les, sais- les saisies antérieures concernaient quelques véhicules, des volumes limités et des circuits régionaux déjà connus, avec un impact circonscrit sur l'équilibre sécuritaire national. Après la nuit du convoi, cette baseline a été brutalement dépassée, et l'écart suffit à changer la catégorie analytique de l'événement, du routinier vers le systémique. Un premier indicateur apparaît, le volume d'armes. Le recensement d'établit environ 25 000 fusils d'assaut saisis. Ce nombre ne décrit pas seulement une quantité spectaculaire, il correspond à la capacité d'équiper plusieurs unités structurées aptes à mener des opérations coordonnées sur la durée. Le passage de centaines à des dizaines de milliers marque un saut d'échelle stratégique. En une seule interception, on bascule d'un trafic perturbateur à une capacité potentielle de déstabilisation massive. Un deuxième repère se détache, les munitions. Les inventaires font apparaître près de 13 millions de cartouches, conditionnées de manière homogène, certaines avec des marquages récents. Rapportée aux standards régionaux, une telle réserve pourrait soutenir des mois d'affrontements continus sans réapprovisionnement externe. Ce delta quantitatif indique une chaîne pensée pour la continuité, non pour un coût isolé ou une revente opportuniste. La munition devient ici un indicateur de temporalité stratégique. Un troisième élément, tout aussi structurant, se précise, la valeur financière. Les experts évaluent l'ensemble de la cargaison à près de 700 millions de dollars. Placé en perspective, ce montant équivaut à une part significative des budgets annuels de secteurs publics essentiels. L'écart entre les flux financiers habituels des trafics sahéliens et cette somme suggère l'implication d'acteurs disposant d'une capacité d'investissement durable. Il devient difficile d'expliquer une telle mobilisation de capital par un assemblage improvisé. Pris isolément, chaque chiffre pourrait sembler spectaculaire. Mis en relation, ils dessinent une cohérence robuste. Le volume d'armes implique des infrastructures de stockage et de transport fiables. La quantité de munitions suppose des fournisseurs réguliers et des calendriers maîtrisés. La valeur financière requiert des circuits capables de fragmenter, dissimuler, puis synchroniser des transferts complexes. Ensemble, ces paramètres décrivent une architecture logistique sophistiquée, résistante aux pertes ponctuelles. Les analyses de traçabilité
renforcent cette lecture. Certaines armes renvoient à des stocks libyens redistribués, d'autres à des réseaux liés au Moyen-Orient, tandis que des roquettes neuves présentent des codes européens récents. Cette hétérogénéité n'est pas un défaut. Elle réduit le risque d'attribution directe et répartit la responsabilité sur plusieurs zones géographiques. La diversité devient une stratégie de brouillage, compatible avec des opérations conçues pour rester sans signature unique. Face à ces données, Ibrahim Traoré adopte une option peu fréquente dans la région: rendre publics les chiffres. Les armes sont exposées, les caisses alignées, les montants expliqués. Cette transparence transforme les nombres en instruments politiques. Montrer les écarts, c'est empêcher leur dilution dans des récits approximatifs. Les chiffres deviennent un langage commun, difficile à contester sans proposer une alternative factuelle équivalente. La preuve quantitative ne se limite donc pas à mesurer une saisie. Elle établit une rupture nette entre un avant gérable et un après systémique, inscrite dans les données elles-mêmes, disons. Reste une interrogation centrale. Si ces volumes ont pu être réunis sans alerte préalable, combien d'autres flux, plus modestes mais persistants, continuent-ils de circuler hors des radars? Deux lectures opposées émergent rapidement, chacune suffisamment cohérente pour mériter un examen sans caricature. La première, relayée par plusieurs observateurs internationaux, appelle à la prudence. Selon cette approche, l'ampleur annoncée de la saisie pourrait servir un objectif politique interne, en consolidant l'autorité du pouvoir dans un contexte régional instable. L'argument central est méthodologique. Sans commanditaire officiellement identifié, toute extrapolation comporte un risque. Un événement spectaculaire peut être amplifié narrativement avant que l'ensemble des preuves ne soit juridiquement stabilisé. Cette position s'appuie sur des précédents régionaux bien documentés. Dans le Sahel, certaines annonces sécuritaires ont parfois été simplifiées, voire instrumentalisées sous la pression de l'urgence et de l'opinion. Exiger des standards élevés de preuves protège contre les conclusions hâtives et limite les dérives interprétatives. Dans cette logique, l'absence immédiate de signatures étatiques explicites invite à considérer l'hypothèse d'un assemblage opportuniste de flux illégaux, interceptés à un moment critique puis agrégés dans le discours public. La seconde lecture, portée par des analystes régionaux et des services spécialisés, avance un raisonnement inverse. Elle ne part pas de l'intention supposée, mais de la compatibilité structurelle des faits observés. Le nombre de camions, la synchronisation temporelle, la diversité des origines d'armes, la fragmentation des paiements et l'existence d'itinéraires codés forment un ensemble difficilement compressible. Pris ensemble, ces éléments dépassent les capacités habituelles de réseaux locaux improvisés. La cohérence ne réside pas dans un indice isolé, mais dans leur convergence. Pour être rigoureux, il faut reconnaître la solidité interne de ces deux positions. La première rappelle que le doute est une protection nécessaire dans un environnement saturé d'incertitudes. La seconde souligne que certaines configurations factuelles résistent mal aux explications minimalistes. Le point de basculer apparaît lorsque des documents saisis, des flux financiers recoupés et des communications internes convergent autour d'une même architecture opérationnelle. À ce stade, la cohérence factuelle commence à peser davantage que l'équilibre rhétorique. Dans ce débat, la position d'Ibrahim Traoré devient un test. Rendre public des éléments vérifiables expose le pouvoir à la contradiction, mais oblige aussi les critiques à produire des contre-analyses de même niveau. Le désaccord ne se tranche pas par l'adhésion à un récit, mais par la capacité des preuves à survivre aux hypothèses adverses. C'est dans cette zone de friction que l'analyse gagne en solidité, en refusant à la fois l'extrapolation facile et la réduction excessive. Le pivot
apparaît lorsque les enquêteurs croisent pour la première fois trois couches jusque-là séparées: itinéraire financier, code logistique et communication numérique saisie sur le terrain. Ce recoupement ne produit pas une information isolée, mais une cohérence d'ensemble. Ce qui semblait fragmenté commence à tenir comme un système lisible, avec des séquences, des redondances et une temporalité assumée. Les flux financiers révèlent des trajectoires répétées, passant par plusieurs hubs avant redistribution. Les codes d'expédition s'alignent sur ces flux et renvoient à des calendriers identiques. Les messages internes évoquent une phase finale décrite comme décisive. À ce stade, l'opération cesse d'être une hypothèse lourde. Elle devient une architecture identifiable, conçue pour rester invisible tant que ces éléments demeurent séparés. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré comprend que la saisie matérielle n'est pas le cœur de l'affaire, mais son révélateur. L'interception a mis au jour un nœud central, non une périphérie. Ce déplacement du centre de gravité change la réponse possible. Il ne s'agit plus seulement de sécuriser une frontière, mais de nommer et d'exposer un mécanisme transnational. Le choix stratégique s'impose alors. Rendre public ce pivot retire aux commanditaires leur principal avantage: l'opacité. Garder le silence reviendrait à traiter un symptôme en laissant intact le système. À partir de là, la question n'est plus ce qui a été arrêté, mais ce que cette mise au jour rend désormais impossible à répéter à l'identique. Les effets de l'interception se déploient rapidement sur plusieurs cercles, chacun révélant une facette différente de l'impact réel. Pour l'appareil étatique, d'abord, l'événement agit comme un test grandeur nature. Des institutions, souvent décrites comme fragmentées, sont contraintes de se synchroniser sous pression. Les chaînes de décision se raccourcissent, les informations sont centralisées et les angles morts deviennent plus visibles. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une cellule transversale est mise en place pour agréger données militaires, judiciaires et financières. L'enjeu n'est pas la réforme théorique, mais la capacité à agir sur une base commune de faits vérifiables. Pour le monde économique, l'effet est ambivalent. Les premières heures sont marquées par l'inquiétude. Une saisie de cette ampleur fait craindre des perturbations commerciales, des sanctions potentielles et un climat d'investissement plus incertain. Certains acteurs redoutent un isolement accru. Pourtant, un mouvement inverse apparaît progressivement. Des partenaires non occidentaux proposent des cadres de coopération alternatifs, perçus comme moins conditionnels. Les secteurs logistiques et extractifs s'ajustent non par optimisme, mais par recalibrage stratégique. L'économie ne se renforce pas mécaniquement. Elle se recompose autour de nouvelles lignes de dépendance et de nouveaux arbitrages. Du côté de la population civile, l'impact est avant tout symbolique, mais il produit des effets tangibles. Les images des armes exposées, les chiffres rendus publics et les explications officielles créent un choc visuel et cognitif. Ce choc ne débouche pas sur une panique généralisée. Il alimente plutôt des discussions, des rassemblements pacifiques et une appropriation collective du récit. Dans certains quartiers, l'événement devient un point de référence pour parler de souveraineté, de vigilance et de responsabilité partagée. La peur initiale cède la place à une forme de lucidité active, nourrie par des données compréhensibles. À l'échelle régionale, enfin, l'onde de choc dépasse les frontières burkinabées. Les États voisins, confrontés à des problématiques similaires de circulation d'armes, lancent des audits internes. Des mécanismes de coordination émergent, parfois informels, parfois institutionnalisés. Même dans des cadres régionaux habituellement divisés, la méthode adoptée à Ouagadougou est observée avec attention. La transparence assumée par Ibrahim Traoré crée un précédent difficile à ignorer. Elle montre qu'un État sahélien peut exposer une opération clandestine sans déclencher immédiatement une escalade incontrôlée. Ces quatre cercles,
institutionnelles, économiques, sociales et régionales dessinent une réalité commune. L'interception n'a pas seulement empêché un scénario de chaos, elle a modifié les comportements, les anticipations et les cadres d'action. L'effet le plus durable n'est peut-être pas ce qui a été saisi, mais ce qui, désormais, doit être pensé différemment par l'ensemble des acteurs concernés. À partir des dynamiques désormais visibles, trois trajectoires plausibles se dessinent sur un horizon de 6 à 12 mois. Elles ne prétendent pas prédire l'avenir. Elles décrivent des configurations cohérentes, conditionnées par les choix déjà engagés et par la capacité des acteurs à s'adapter après l'exposition publique de l'opération. Dans un scénario de base, la situation évolue vers une stabilisation progressive. Les audits frontaliers deviennent réguliers, les procédures interinstitutionnelles se normalisent et la circulation de l'information gagne en fluidité. Les réseaux impliqués restent actifs, mais affaiblis, contraints de fragmenter davantage leurs initiatives. Les tensions diplomatiques persistent sans basculer vers une rupture ouverte. L'État consolide sa capacité de détection sans transformer l'événement en doctrine rigide. La vigilance s'inscrit dans la durée, avec un coût politique et administratif maîtrisé. Dans un scénario plus optimiste, l'interception agit comme catalyseur régional. La méthode de traçabilité et d'exposition publique est reprise par plusieurs partenaires. Des mécanismes de coopération se structurent autour du partage de données, des contrôles conjoints et de calendriers coordonnés. Les flux commerciaux s'ajustent en privilégiant des circuits perçus comme plus sûrs. L'espace opérationnel des réseaux clandestins se réduit tandis que la crédibilité institutionnelle s'améliore. Dans cette trajectoire, l'affaire du convoi devient un levier de coordination durable plutôt qu'un épisode isolé. Dans un scénario plus pessimiste, les acteurs mis en difficulté réagissent de manière différée. Pressions économiques, campagnes de désinformation et tentatives de contournement plus discrètes fragilisent certains secteurs. Les réseaux privilégient des volumes plus faibles mais plus fréquents, rendant la détection plus coûteuse. La menace ne disparaît pas. Elle change de forme et teste l'endurance administrative. Si l'attention se relâche, le scénario de base glisse progressivement vers cette configuration. Une recommandation transversale s'impose alors. Si la méthode est maintenue, la résilience augmente. Si elle se dilue, l'incertitude progresse. L'enjeu n'est pas de choisir un futur, mais de préserver un cadre d'analyse fondé sur la traçabilité, la coordination et la clarté publique. Au-delà des institutions et des équilibres régionaux, l'affaire touche directement des groupes pour lesquels les effets sont moins visibles mais durables. Pour une partie de la jeunesse urbaine, d'abord, l'interception agit comme un révélateur civique. Elle montre que la sécurité ne relève pas uniquement des forces armées, mais aussi de la capacité à lire des signaux faibles, à vérifier des données et à distinguer un fait documenté d'une rumeur virale. Dans les écoles et les universités, les échanges portent moins sur la peur que sur la méthode. Comment un détail devient alerte? Comment une preuve résiste à la controverse? Dans les folles, l'impact se déploie sur un registre plus intime. Les images des armes exposées et les explications officielles fournissent un support concret aux discussions quotidiennes. Les parents contextualisent l'événement, les enfants interrogent la fiabilité des sources et la notion de vigilance collective prend une forme accessible. L'événement cesse d'être abstrait. Il devient un exemple partagé permettant de transmettre des repères sans dramatisation excessive. La diaspora burkinabé constitue un troisième cercle concerné. À distance, elle suit l'affaire à travers analyses, vidéos et débats en ligne. Pour beaucoup, cette interception réactive un sentiment d'appartenance parfois atténué par l'exil. Voir un État produire, expliquer et publier ses propres données renforce l'idée qu'un récit souverain peut exister sans médiation extérieure exclusive.
Cette perception nourrit des échanges, des prises de position et, dans certains cas, un engagement renouvelé envers les dynamiques nationales. Ces groupes ne forment pas un bloc homogène. Leurs attentes diffèrent, leurs sensibilités aussi. Pourtant, un point commun émerge. La clarté réduit l'anxiété. En rendant lisible un événement complexe, l'action publique transforme une menace potentielle en occasion pédagogique. L'impact ne réside donc pas uniquement dans ce qui a été empêché, mais dans la manière dont chacun apprend à interpréter un risque collectif sans céder à la sidération. Pour que l'interception ne reste pas un épisode isolé, une trajectoire opérationnelle se dessine autour d'étapes mesurables plutôt que de déclarations générales. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'objectif affiché n'est pas d'accumuler les annonces, mais d'ancrer une méthode reproductible face à des menaces diffuses et assez évolutives, capables de se recomposer rapidement. Premièrement, le renseignement frontalier. Les postes sensibles sont progressivement reliés à des dispositifs de détection partagés, combinant observation humaine et signaux techniques. Chaque anomalie est consignée, analysée, puis recoupée. Le critère d'évaluation est clair. Réduire le temps entre signal faible et décision opérationnelle. La rapidité devient un indicateur de performance institutionnelle au même titre que la précision. Deuxièmement, sur la justice. Un pôle spécialisé dans la criminalité transnationale associe magistrats, analystes financiers et enquêteurs. Sa mission n'est pas de produire des arrestations spectaculaires, mais de transformer des saisies complexes en dossiers juridiquement solides. Le succès se mesure à la capacité des procédures à résister à des contestations prolongées, y compris hors du cadre national. Troisièmement, au traitement matériel des armes saisies. Leur stockage, leur destruction ou leur recyclage sont documentés dans un cycle de traçabilité transparent. Cette visibilité empêche la réapparition symbolique de ces équipements dans d'autres circuits et renforce la crédibilité de l'action publique auprès de la population. Enfin, dans la coopération régionale. Des mécanismes de partage d'informations sont formalisés avec les États voisins afin d'anticiper les déplacements de flux plutôt que de les subir. Ici encore, la mesure prime sur l'intention. Le nombre d'alertes conjointes et d'opérations coordonnées devient un repère concret. L'ensemble forme une logique continue. La sécurité n'est plus pensée comme une réaction ponctuelle, mais comme une chaîne lisible, évaluée et ajustée dans le temps. Lorsque le métal fondu commence à s'écouler dans le moule, la scène n'a rien de triomphal. Elle est lente, presque silencieuse, comme si le temps avait décidé de reprendre un rythme normal après la compression de la nuit du convoi. Au milieu de la foule, le capitaine Moussa Kaboré observe sans parler. C'est lui qui, quelques semaines plus tôt, avait figé les premiers camions sans savoir qu'il interrompait la phase finale d'une opération pensée bien au-delà des frontières. Dans ses mains, un fragment d'arme transformé en objet utilitaire paraît plus lourd que l'équipement qu'il portait cette nuit-là. Le geste est simple, mais sa portée est large. Ce qui devait servir à fracturer un pays devient un symbole de transformation. La menace n'est ni niée ni dramatisée. Elle est rendue visible, comprise, puis neutralisée par le sens collectif qu'on lui attribue. Autour, des familles regardent le métal incandescent comme on regarde un miroir. Les anciens évoquent d'autres périodes de vigilance. Les plus jeunes posent des questions directes, parfois naïves, mais essentielles. La mémoire se transmet sans peur excessive, ancrée dans des faits compréhensibles. Quand Ibrahim Traoré rejoint la scène, son message reste sobre. Il ne célèbre pas une victoire définitive. Il rappelle qu'un État tient debout lorsqu'il refuse le silence et transforme l'attention collective en habitude durable. La nuit du convoi cesse alors d'être un simple épisode sécuritaire. Elle devient
un repère, un point d'appui pour penser autrement la résilience commune. La cloche forgée à partir du métal des armes fondues circule désormais comme un objet discret mais chargé de sens. Elle ne célèbre pas une victoire et n'impose aucun récit fermé. Elle invite à une posture. Dans les villages, dans les écoles, au sein de la diaspora, l'histoire du convoi intercepté devient un point de départ pour réfléchir à ce qui protège réellement une communauté face à des menaces conçues pour rester invisibles. Cette conclusion n'appelle ni exaltation ni résignation. Elle propose une méthode civique. Lire les signes faibles avant qu'ils ne deviennent des crises. Vérifier les données avant de relayer une émotion. Refuser les raccourcis narratifs et accepter la complexité lorsque les faits l'exigent. La sécurité durable ne repose pas uniquement sur des décisions centralisées, mais sur une culture partagée de compréhension et de vigilance. Chacun peut s'approprier cette démarche à son échelle. Poser une question avant d'affirmer. Chercher la cohérence plutôt que le spectaculaire. Observer comment un événement est documenté, expliqué, puis intégré dans une mémoire collective. Ces gestes sont modestes mais cumulatifs. L'histoire du convoi ne se referme pas ici. Elle laisse volontairement une interrogation ouverte. Comment transformer cette lucidité ponctuelle en pratique durable capable de résister au temps, à l'usure et à l'oubli?